Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride pour te faire lire et pas que ses livres. Dans cette vidéo, je vais te proposer une chronique d'un livre où je vais suivre un plan. Donc, je vais te lire le résumé parce que ça peut être pratique. Je parlerai du genre, du développement avec la partie narrative et puis pourquoi je te recommande de le lire. Je donne mon opinion sur le fond et la forme. Alors c'est par moments, c'est pas toujours très, structuré, comme tu le verras. Mais bon, c'est vrai que j'aime bien garder un peu l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai lu le livre et je trouve que c'est plus sympa d'avoir un avis, une chronique de lectrice qui donne un petit peu aussi son opinion et avec une certaine vivacité sur sa lecture. Je te parlerai de mon personnage préféré et je termine en disant à qui je recommande le livre. Alors, tu connais le chemin habituel. Si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux partager la vidéo, ce qui lui donne plus de visibilité et qui montre aussi un petit peu mon travail. Et tu peux activer la cloche si tu veux voir mes prochaines chroniques parce que en général, j'en poste une par semaine. Et je te laisse avec la chronique en question. Aujourd'hui, nous allons parler de Le goudron de l'âme de Clémentine Ronce. Je vais te lire le résumé. Rose est une jeune femme qui lutte contre sa part d'ombre, son penchant pour l'alcool et une certaine propension à l'immobilité pour tenter de surmonter sa culpabilité et le manque de son fils de 7 ans, Léon. Alors que celui-ci s'envole en rêve retrouver sa mère, Rose, de son côté, bute sans cesse sur les mots qui pourraient justifier l'impardonnable. Car ces mots râpent et lui laissent au fond de la gorge comme un goût de caillou. Un balai silencieux avec son père disparu orchestrera la quête de Rose, l'emmenant au passage revisiter son histoire et affronter de vieux démons. L'amour est teinté de lumière, mais aussi de douleur, d'espoir et d'impossible. Le goudron de l'âme aborde le côté obscur des relations humaines avec poésie, sensibilité et une certaine dose d'humour noir. Alors ce livre a été publié avec une campagne de promotion de Simply Crowd, que je ne connaissais pas. Je connaissais Ulule et j'ai oublié l'autre nom. Mais voilà, celui-ci, je ne connaissais pas. Et donc, au début du livre, nous avons donc les noms des personnes qui ont contribué à la publication de ce livre aux éditions Maya. Alors, que dire à propos du livre? Déjà, quand j'ai reçu le service presse, merci à Clémentine de m'avoir confié ce livre pour une chronique avec une dédicace. J'ai reçu aussi un document qui fait aussi l'office de service presse du livre et qui explique plein de choses. Alors, si tu es auteur, je te recommande de faire ce genre de document. C'est très pratique et ça donne vraiment des informations intéressantes par rapport au livre. Parce que, en gros, une partie de mon boulot a été faite. Donc, je vais largement m'en inspirer. Il n'y a pas de raison. C'est un roman psychologique qui est dense et poétique et qui cherche à dépasser les clivages trop simplistes à propos des hommes, des femmes, des victimes et des bourreaux, notamment. C'est vrai que dans ce roman, justement, on n'a pas d'un côté les hommes et d'un côté les femmes, et chacun souffre de son côté. On a les souffrances de chacun, parce qu'on a Rose, on a Hugo, on a Léon, le petit garçon, on a aussi Nicolas, un de ses éducateurs. Donc voilà, on est vraiment dans dans tout ce qui peut... différentes représentations de la souffrance de chacun vis-à-vis d'une autre personne. Le narrateur, je vais arrêter de bégayer, est omniscient, c'est-à-dire qu'il voit tout, il raconte tout ce que le personnage vit et ressent. D'où justement ce que je disais par rapport aux souffrances de chacun, parce que justement, on va avoir les pensées de chaque personnage. Et alors, ça par contre, je vais peut-être le dire après. Donc, en personnage principal, on a Rose, bien sûr, avec toute sa descente aux enfers.
et on a la descente aux enfers de son fils. Alors en parallèle, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en tout cas on a Rose qui descend et on a Léon qui descend aussi par transmission, je dirais, parce que bien sûr cet enfant a pris la souffrance de sa mère et vu qu'il a été arraché à elle du jour au lendemain comme ça sans explication, ça a continué à contribuer à ce que son mal-être s'accentue et que sa descente aux enfers continue de son côté. Parce que chacun est enfermé dans sa bulle, et étant donné que, notamment pour Léon, personne ne lui a tendu la main pour lui expliquer clairement les choses, lui donner peut-être une idée de durée ou une idée de ce qui allait se passer ou quoi, cet enfant est en train de couler, voire même de sombrer complètement. Ça, je suis en train de regarder en même temps l'histoire, mais comment? Je vais plutôt rester sur ma propre chronique parce que, comme je disais, donc le fond est très noir. Ça raconte la dépression de Rose et l'échappatoire qui est l'alcool pour elle, parce que il n'y a rien qui lui permet de se remonter. Déjà, il y a la culpabilité d'avoir été séparée de son fils. Alors, si tu connais un petit peu les rouages judiciaires, que ce soit en France ou en Belgique ou dans ces pays d'Europe, tu te doutes bien qu'il s'est passé des choses graves pour qu'on en arrive à ce point-là. Et le problème, c'est que ça a été la dernière chose qui a fait que Rose a complètement plongé. Et on a à côté Brigitte, donc Brig, qui est son amie et qui essaye régulièrement de revenir la voir pour la rebooster un petit peu, ne serait-ce que pour discuter avec elle, s'asseoir autour d'une table avec elle, voir un petit peu, lui montrer qu'elle est toujours là, que si elle a besoin, elle peut s'en occuper. Mais Rose, régulièrement, elle, elle est plutôt dans le truc de il n'y a rien qui peut me sauver et tout le monde sera mieux sans moi. On en est à ce point-là quand même, hein. C'est que, en fin de compte, c'est une manière de se tuer à petit feu parce qu'elle n'a pas le courage, c'est pas le mot, mais elle n'arrive pas à franchir ce pas-là, donc elle passe par une autre méthode. Et donc, Brigitte, elle, va aller chercher d'autres personnes pour l'aider à la remonter. Et on a aussi un personnage qui a été un peu inattendu au début pour moi, parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient faire là? Lui, c'est Hugo, qui est psychologue. Et donc, quand il arrive dans l'histoire, justement, voilà, il est dans son cabinet en train d'écouter une femme qui lui explique ses problèmes. Et lui, submergé par ses propres problèmes, il ne l'écoute pas vraiment. Ouais, d'accord. Et elle, à la fin, ah, merci, hein, j'ai beaucoup parlé, ça me fait du bien, merci. Lui, il s'est juste contenté d'être là, et d'être là physiquement, mais pas intellectuellement. Et en fin de compte, cette femme, elle, ce qu'elle avait besoin, c'était d'une oreille extérieure qui ne lui pose pas de questions, mais le fait de raconter son histoire à quelqu'un d'extérieur l'avait aidé. Et donc, Hugo, lui, culpabilise un petit peu, parce qu'on est beaucoup dans ces sentiments de culpabilisation, de mal-être et de non-dit, beaucoup aussi. Se dit, ouais, mais enfin, quand même, la prochaine fois, je vais faire un peu mieux pour elle. Et à qui pensait-il? À une autre femme qui n'a pas su aider, Rose. Et c'est là que tout se réemboîte, parce que il l'a suivi, il en est tombé amoureux, et en fin de compte, comment est-ce qu'il l'a suivi professionnellement? Je ne crois pas. Mais par contre, voilà, il a essayé de la sauver, de par son métier aussi, et de par le fait qu'il était amoureux d'elle. Rien n'a fonctionné, donc à un moment, il en a eu marre, il est parti. Et elle, du coup, ça alimente son truc de, bah oui, personne ne m'aime, j'ai même fait fuir Hugo, donc je ne suis pas capable d'être aimée, je ne suis pas capable d'aimer mon fils, donc, première lettre, tu seras mieux sans moi. Et là, quand j'ai lu ça, mon Dieu. Mais, comment, justement, c'est aussi
Le récit interroge en filigrane ce qui vient nourrir la résilience. Ça fait partie donc du service presse. L'art, l'amitié, le contact avec la nature, le refuge dans l'imaginaire, la compréhension de sa propre histoire, ou tout simplement le hasard d'un flocon de neige porté par le vent. Donc, ce qui se passe, c'est que Rose est bouffée de l'intérieur par un secret de famille. Et quand elle essaye d'écrire à son fils pour lui expliquer ce qui s'est passé, parce que ça n'arrive pas à sortir, elle est tellement submergée par tout le reste, par sa culpabilité, par le fait que de toute manière elle est bonne à rien, mauvaise en tout, etc. Enfin voilà, elle est vraiment très très mal. Elle est au plus profond de la dépression. Bien sûr, du coup, pour anesthésier tout ça, elle boit, ce qui fait qu'elle est toujours un peu dans les vapes. Elle n'a pas complètement dessoulé de la veille, donc pour aligner 3 mots correctement et 2 idées qui se suivent et qui s'imbriquent, un peu compliqué. Et donc, elle commence à écrire à son fils, et au fur et à mesure, donc on va avoir différentes lettres, où on va comprendre aussi un peu ce qui s'est passé, et elle va aussi reprendre contact avec sa mère et lui demander les coordonnées de sa sœur. Parce que donc, ce qui se passe, ce qui pèse beaucoup à Rose aussi, c'est le décès de son père, qu'on voit passer en filigrane comme ça en tant qu'esprit. Et quelque part, on peut se dire, tiens, est-ce qu'il ne protège pas aussi un peu tout le monde? Et donc, en reprenant contact avec sa sœur, là, il y a des choses qui vont apparaître. Comme on dit en Belgique, le front va tomber. Alors, c'est peut-être pas pareil. On parlait d'humour noir. On voit là une trace d'humour noir. Et le voile va se déchirer. Et là, elle va comprendre enfin un secret de famille très lourd qu'elle a voulu se cacher au moment de la perte de son père et au moment de son deuil. Et là, elle va comprendre que la petite sœur, elle, par contre, avait compris ce qui s'était passé. Et par contre, étant donné qu'on est dans le grand culte du secret et du non-dit, eh bien, c'est compliqué de se sortir de tout ça. Mais par contre, oui, il y a l'idée de la résilience quand même, parce que elle va, au fur et à mesure, elle va remonter un petit peu avec l'intervention de Brigitte, Hugo qui va réussir aussi à l'aider un petit peu, et voilà, et tout doucement, petit à petit, elle va réussir à au moins voir la lumière au bout du tunnel. Et là, il y a quand même un message d'espoir où on se dit, elle arrive à surmonter certaines choses. Alors, c'est pas magique, hein. On n'est pas dans une série, oh là là, tout va bien et tout, c'est bon, t'as tout expliqué, on a parlé, c'est bon, nickel. Non, on n'en est pas là. Mais par contre, le fait de savoir, ça l'aide. Et du coup, comme elle sait, elle peut continuer à avancer. Je crois que c'est ça surtout la grande leçon de cette histoire, parce que ce que j'avais noté par rapport au goudron, j'avais noté que ce secret l'a bouffé, ça c'est sûr. Et alors, c'est dans mon retour écrit que j'ai mis ça, qu'elle est embourbée, elle est vraiment recouverte par le goudron, et au fur et à mesure, elle va réussir à en enlever des morceaux. Et je ne dis pas qu'elle va être guérie, mais au moins elle apprendra à vivre avec. Et ça, c'est important. Et je voulais faire quand même un petit passage aussi par rapport à l'histoire, donc je vais rechercher un extrait. C'est un extrait qui est lourd, mais qui m'a beaucoup touchée. Léon, comme tous les dimanches, attendait sa mère. Levé tôt, d'un bond, il avait choisi à la hâte ses vêtements préférés, ceux, il en était sûr, qui allaient lui taper dans l'œil lorsqu'elle arriverait, bras grands ouverts et large sourire aux rêves. Il avait justement reçu récemment un t-shirt qui faisait sa fierté. Sur fond bleu vif, un splendide ptérodactyle en paillettes vert et or resplendissait toute griffe dehors. Cadeau choisi par son référent à l'occasion de son dernier anniversaire. C'était vraiment le t-shirt le plus classe qu'il n'ait jamais porté, et sa mère, l'apercevant dès qu'elle pénétrerait dans la pièce, recoulerait d'admiration. Voilà, donc j'ai oublié d'en parler de ça parce que je me suis vraiment accrochée à l'histoire, mais c'est très bien écrit.
L'histoire est assez fluide, même si elle est lourde à lire. J'avoue que moi j'ai fait des pauses quand même parce que voir cette nana comme ça là qui plonge tous les jours un peu plus et à chaque chapitre bah, c'est un peu plus bas et voir ce gamin qui souffre alors que moi-même j'ai une petite fille de 6 ans. Voilà. Le t-shirt en ptérodactyle, elle en porte aussi parce que c'est une grande fan de dinosaures. Donc j'ai eu un gros transfert, on va dire, par rapport à l'histoire et par rapport à cet enfant qui attendait sa mère et qui espérait toujours qu'elle allait venir le voir. Mon personnage préféré, bah, c'est ce petit garçon, bien sûr, parce que bah, il y peut rien, on lui explique rien, mais lui, il est toujours dans l'espoir et il a cette force de se réfugier dans ses rêves. Je ne sais plus comment ils ont mis ça, que l'enfant se met dans sa bulle et son idée fixe qui va le tenir et lui permettre de continuer, c'est de savoir voler. Et donc, du coup, bah, même quand les autres sont en train de faire plein de choses ou même se moquer de lui ou quoi, lui ne les entend pas parce qu'il est dans son illusion, il se réfugie dans son imagination et se dit que voilà, après il va savoir voler et ses problèmes seront résolus. C'est une des caractéristiques des enfants de cet âge-là, leur imagination débordante. Je trouve que quand on l'alimente, c'est encore meilleur, bien sûr. Et c'est vrai qu'il m'a touchée pour ça, justement, par rapport à son imagination, par rapport à sa confiance dans sa mère. Parce que pour lui, voilà, sa maman, c'est son tout, surtout qu'il n'y a pas de papa. Et donc, voilà, elle est son univers. Et même quand elle n'est pas là, il y a un adage qui dit loin des yeux, loin du cœur. Bah lui, non. Il garde tout pour sa mère en se disant qu'elle va venir le voir, elle va venir le chercher et après tout sera résolu. C'est la beauté de l'imagination des enfants. À recommander à qui? Alors, c'est une fort belle histoire de résilience. Âme sensible, lire à petite dose parce que c'est quand même, étant donné que c'est une psychologue qui l'a écrit, elle a énormément creusé les personnages, leurs sentiments et leur vécu. Et quand on a tendance à s'attacher beaucoup aux personnages et même par moments à vivre avec eux les scènes, ça peut être un peu compliqué et c'est vrai que c'est un roman dont on ne sort pas indemne, ça c'est sûr. Mais ça peut aussi parler à des personnes qui ont connu des gens dépressifs ou dans leur entourage ou des amis, ou des personnes qui ont fait des tentatives très graves, parce que je ne peux pas dire le mot, et donc leur expliquer un petit peu ce par quoi ils passent et leur permettre de comprendre en prenant du recul sur ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Donc voilà. À lire, ça c'est sûr, et si tu es plus sensible, eh bien peut-être à petite dose, mais en tout cas, lis-le parce que c'est extrêmement instructif sur l'âme et le psychologique, la manière dont on peut se laisser recouvrir par des pensées négatives. Et je pense que la conclusion de ça, c'est que oui, la souffrance, tu la vis, le deuil, tu le fais, mais après, tu vois aussi ce qu'il y a après. Tu n'apprends pas à vivre sans, tu apprends à vivre avec cette blessure et à vivre différemment. Moi, je te dis à bientôt pour une autre chronique qui sera tout aussi instructive, je l'espère.